La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. La plateforme d'Adétikopé a-t-elle des impacts sur l'environnement des populations? Une enquête est menée à cet effet depuis quelques jours. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis l'enseignement bilingue en français et en langue maternelle aurait d'énormes avantages pour les apprenants. La question est évoquée depuis hier à Lomé. Et notre invité du journal ce soir nous en parlera encore. Il s'agit donc de la directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Madame la directrice, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci et à tout à l'heure. Voilà donc pour les titres. Le Togo fait face à des attaques djihadistes qui font de nombreuses victimes. Une situation qui appelle à la solidarité et à la compassion. Mais malheureusement, certaines personnes postent et véhiculent des images et vidéos des scènes de ces barbaries, causant le choc des internautes et des utilisateurs des réseaux sociaux. Des pratiques qui sont dénoncées, proscrites par la loi. Marie-Ange Bida. Des corps ensanglantés, sans vie, gisant au sol. Les images et vidéos font le tour des réseaux sociaux, et cela depuis quelques jours. La pratique ne semble pas avoir de limite. Et pourtant, elle va bien au-delà de la liberté d'expression. C'est le droit à la dignité humaine qui est bafoué, foulé aux pieds. Et ce n'est pas sans conséquence. Au nom de la mémoire de ceux qui ont perdu la vie par ces actes lâches de terrorisme, certains ont jugé nécessaire de faire circuler des images montrant nos morts, parfois dans leur sang, de manière choquante pour les familles, mais aussi pour vous et pour nous. La période est délicate, nous devons avoir un respect pour les morts. Nous avons publié récemment un communiqué appelant les uns et les autres à respecter les morts, à respecter l'image individuelle des personnes, à être prudents sur les informations que nous échangeons sur les plateformes WhatsApp par exemple, sur les réseaux sociaux en général. Et puis nous avons rappelé qu'il y a des sanctions qui sont prévues par les textes togolais contre les personnes qui violeraient ces dispositions. Rappelons que nous sommes dans une guerre, que nos adversaires également s'informent et que les échanges que nous faisons, les informations que nous donnons, les documents administratifs que nous faisons circuler contribuent également à aggraver la situation sécuritaire parce qu'elles servent également à l'information de nos adversaires. Nous devons être extrêmement prudents et veiller à cela. Le gouvernement restera ferme sur toutes les personnes qui violeraient ces dispositions. En un clic, nous partageons au quotidien des dizaines d'images. Il faudra désormais garder à l'esprit qu'au-delà de l'écran, c'est une vie, une personne qui est mise à nu. Aujourd'hui, nous sommes tous devenus des diffuseurs, on publie, donc il faut faire attention dans la publication. Qu'est-ce qu'on publie? Est-ce qu'il est possible de tout publier? Peut-on tout mettre à la disposition de tout le monde? Donc il y a ces questions-là qu'on doit d'abord se poser avant de publier. On peut être responsable lorsque les faits que nous posons ont des conséquences dans la vie réelle. Donc, il ne faut pas se cacher derrière son écran pour faire n'importe quoi. Les mêmes règles qu'on exige de nous dans la société doivent être respectées lorsqu'on est derrière son écran. Les réseaux sociaux, on ne peut plus s'en passer. Mais on peut décider de ne pas tout publier, encore moins des vidéos et images macabres qui choquent la sensibilité humaine. Depuis l'implantation de la plateforme industrielle d'Adétikopé, quels impacts les différentes entreprises ont-elles sur l'environnement? Le sujet préoccupe l'Agence nationale de la gestion de l'environnement qui mène une investigation dans le canton de Pomé. Le compte rendu dans ce reportage de Ramdan Bassina.
9 villages du canton de Kpomé dans le Zio seront impactés par la phase 2 de l'extension de la plateforme industrielle d'Adétikopé. 716 hectares de terre seront nécessaires pour la mise en œuvre du projet. Il faut évaluer les impacts environnementaux et sociaux, puis procéder à la phase des consultations publiques. Des consultations qui ont débuté dans les villages de Kpomé, Akadjamé et Tokpanou. L'Agence nationale de gestion de l'environnement et la direction de la PIA se prêtent à l'exercice. Comme le Togo a adhéré aux normes environnementales et sociales, il est question que nous rencontrions aujourd'hui les populations pour leur expliquer le projet sur le plan environnemental, sur le plan scientifique et aussi sur le plan social, afin qu'ils comprennent le bien fondé du projet, afin que ces populations non seulement les informer, mais qu'ils adhèrent à ce projet pour que ce soit un projet qui est le projet des populations concernées. La centrale solaire va occuper la majeure partie du site. Donc au-delà de la centrale solaire, nous aurons des industries qui seront également implantées. Ce projet aura un impact considérable sur la population. Centrale solaire, unité de transformation agroalimentaire, voies d'accès ainsi que des milliers d'emplois seront créés. De quoi susciter la curiosité des concernés. C'est nos intérêts. Nos jeunes vont bénéficier d'un emploi. Et ça va diminuer la pauvreté dans mon canton. C'est ça qui me fait vraiment grand plaisir. La plateforme industrielle d'Adétikopé est née d'un partenariat entre le Togo et Arise IIP. L'impact économique de la première phase laisse entrevoir de belles opportunités d'emploi, de formation et un essor économique plus accru. Une autre étude a déjà rendu ses résultats depuis hier. Les avantages de l'enseignement bilingue mettant en jeu le français et les langues nationales. 3 pays dont le Togo ont été évalués sur le procédé et la stratégie même pourra être pérennisée voire utilisée dans d'autres pays. Des précisions avec Clarisse Atika. Les acquis scolaires réalisés dans les écoles bilingues en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Togo ont retenu l'attention des acteurs de l'éducation venus de toute l'Afrique de l'Ouest. Ils ont pu apprécier durant 2 jours les efforts de ces pays à la lueur du rapport sur l'expérimentation de l'usage conjoint du français et des langues nationales dans l'enseignement. Et cela a contribué, selon le rapport, à obtenir de bons résultats chez les apprenants, notamment en mathématiques. Lorsqu'on compare les évaluations des écoles bilingues avec les évaluations classiques, on se rend compte que de façon globale, que ce soit en lecture, écriture ou en mathématiques, le nombre d'élèves qui dépassent le seuil minimum attendu est plus important. Donc la question linguistique est une question essentielle. Comprendre les questions qui sont formulées par les enseignants, c'est très important pour que les élèves répondent. Et cela est particulièrement mis en évidence dans les résultats de mathématiques. Dans les évaluations classiques, les élèves réussissent mieux dans les lettres que dans les mathématiques. Or là, on se rend compte que les élèves réussissent mieux en mathématiques. C'est-à-dire que les questions étant formulées dans leur langue maternelle, ils comprennent mieux et ils traitent mieux le sujet. Des résultats appréciés à leur juste valeur par la conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie confémène et l'ensemble des partenaires, dont le BIE UNESCO et l'OIF. Les 3 pays sont appelés à mutualiser les acquis et à mettre à échelle l'approche du bilinguisme, alliant le français et les langues nationales dans l'enseignement. L'ensemble des 3 pays doit penser une réforme globale de l'éducation qui donne une place importante au bilinguisme, c'est-à-dire que les langues nationales doivent trouver leur place dans le système éducatif, dans le système scolaire, à côté de la langue française, qui est la langue vraiment qui nous unit tous en tant que pays francophone. Donc c'est un enseignement bilingue qu'il faut mettre en place et cela est très important. Il faut sensibiliser l'ensemble des populations, donc mettre en place un dispositif de production d'informations pertinentes, de résultats pertinents pour montrer justement aux populations, aux parents, que les langues nationales ont effectivement leur place comme langue de notre culture d'abord, mais aussi comme langue pour transmettre la culture. 7 pays expérimentent déjà le bilinguisme dans le cadre de l'initiative Écoles et langues en Afrique, ELAN. La Côte d'Ivoire, la Guinée et le Togo s'y ajoutent. Au terme de la rencontre de Lomé, ils se sont engagés à poursuivre les efforts afin de réussir ensemble le pari d'un système éducatif accordant une place de choix
aux langues nationales. Une place de choix aux langues nationales. On parle donc d'éducation basée sur l'éducation avec le bilingue, le français et les langues nationales. Et pour en savoir plus, pour mieux cerner le procédé ou le processus, nous sommes justement sur ce plateau avec la directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, Madame Moana Laroussi. Vous l'avez vu dans les images donc du reportage. Madame la directrice, bonsoir. Bonsoir, merci. Alors, vous êtes la directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que fait l'Institut concrètement? IFEF, formation, éducation. Donc, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, c'est un institut de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Et l'Institut est basé à Dakar. C'est un organe subsidiaire justement de l'OIF, donc nous travaillons sur l'ensemble des pays des 54 États membres de l'OIF, de la francophonie. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Nous travaillons pour améliorer la qualité de l'apprentissage. On le fait comment? On forme les enseignants, donc nous avons un programme IFADEM, Initiative pour la formation à distance d'un maître, où on forme les maîtres massivement dans plusieurs pays. Nous avons aussi un autre programme qui est présent ici au Togo, qui est le programme Formation et insertion professionnelle des jeunes. Sur ce programme-là, nous mesurons l'adéquation formation reçue par les apprentis, besoins de l'entreprise. Et puis, nous avons une application Insert Jeune que le Togo teste et qui est un parfait baromètre pour pouvoir mesurer cette adéquation. Nous avons également un programme KIX pour échange de connaissances et d'informations. Et ça, c'est un programme que le Togo a accueilli et dont nous avons un point focal et tout un groupe ici au Togo. Nous avons également une plateforme Relief, ressources éducatives libres pour l'égalité femmes-hommes. Sur cette plateforme, nous partageons des ressources éducatives pour que les enseignants puissent attirer les filles, les garder dans la salle de classe. On partage aussi les bonnes pratiques dans les pays et le but, c'est que les filles restent le plus longtemps possible dans la salle de classe. Et enfin, nous avons le programme qui nous réunit aujourd'hui. C'est un programme porté par l'OIF depuis plusieurs années et que nous sommes ici avec le Sénégal, au Sénégal, mais ici au Togo, et que nous accompagnons le Togo dans cette plateforme. C'est le programme École et langue nationale dont le reportage a fait effet. Et nous sommes dans 12 pays. Nous travaillons sur 44 langues nationales. Nous avons développé des grammaires de transformation dans tous ces outils-là. Et ce programme est vraiment ancré dans les pays pour les aider à porter haut et fort les langues nationales dans l'éducation, dans la culture et dans l'apprentissage. Et, pardon. Voilà, alors justement, on parle de bilingue, d'enseignement sur la partie du bilingue. Alors pourquoi soutenir une telle approche, justement? Pourquoi soutenir une telle approche? Nous sommes dans la francophonie, c'est notre trait d'union. Nous parlons ensemble parce que toutes les deux, nous maîtrisons le français. Donc ça, c'est excellent. Nous sommes vraiment, c'est l'objectif de notre but. Mais aussi, on a tout un programme de politique linguistique. C'est très important qu'un enfant qui rentre, qui a 5 ans, qui est dans la salle de classe, arrive à communiquer avec son prof, avec la langue dont la maman lui a expliqué. Un enfant, quand il arrive à 5 ans dans la salle de classe, il a 200 mots, il a un minimum de 200 mots qu'il a appris de la maman, de la cour, des enfants, et que ces mots-là, il doit les utiliser. Imaginez un enfant qui n'a jamais entendu parler du français, on rentre, on lui dit 5 plus 3. Il ne sait même pas ce que ça veut dire un 5, il ne sait même pas ce que ça veut dire 3. Donc, il sait que la maman désigne ça dans les langues nationales. Ramenez-moi 2 pommes de terre, 2 bananes, mais dans la langue nationale. Donc, il connaît comment les utiliser. Donc, c'est pour cela que l'apprentissage en langue nationale, en langue maternelle, c'est très important parce que ça accélère l'apprentissage. L'enfant n'a pas un double handicap. Le handicap de pouvoir calculer et le handicap de pouvoir comprendre la langue. Donc, c'est très important qu'un enfant fasse ses premiers apprentissages dans la langue maternelle. Ceci étant, on ne va pas laisser à côté les autres langues. On va les utiliser plus tard avec des grammaires de transformation et des transitions pour qu'on puisse aussi être à l'apogée des matières scientifiques, des technologies et de tout le reste. Mais la langue nationale est très importante pour qu'un enfant grandisse avec et qu'il soit fort et qu'il soit aussi très fier de sa culture, qu'il soit fier de la maman qui lui a appris des mots. La maman n'est pas quelqu'un qui n'a pas compris ce que ça veut dire, qui est ignorante. Non, la maman a son bagage et l'enfant doit être très fier de sa
sa maman qui maîtrise les mots qu'il connaît. Et donc, c'est très important que ces premiers apprentissages se font dans les langues nationales de l'enfant. D'accord. Et Madame la directrice, c'est vrai que quand on parle d'éducation, on se base sur 3 compétences, la lecture, l'écriture et le calcul. Alors, dites-nous, comment l'apprentissage, ou bien comment dispense-t-on des cours à des enfants? Comment on leur apprend à écrire, à lire et à calculer, peut-être dans leur langue maternelle? Comme on apprend en français, il y a des lettres. Avec les lettres, on peut avoir des syllabes et on peut composer les mots. Il faut juste croire et dire qu'on peut faire. Parce que quand on veut croire et quand on est convaincu de ce qu'on fait, on peut tout faire. Imaginez qu'un enfant, quand il va décortiquer le mot, il va trouver table. Ça ne veut rien dire pour lui, la table. Alors que s'il décortique les synonymes et il trouve le mot table, il va très rapidement accrocher ça à une notion qu'il connaît très bien. C'est ça un peu. Donc il faut juste croire. C'est la même manière, c'est la matière syllabique, c'est la globale, mais on peut toujours trouver moyen de faire rapprocher les connaissances de l'enfant aux connaissances de l'école. Alors, Madame la directrice, justement, vous êtes à Lomé depuis hier, donc dans le cadre de la restitution des résultats de l'étude sur ce genre d'enseignement-là. Alors, parlez-nous un peu des acquis au niveau du Togo. Quels sont les résultats? Avant de vous parler des acquis du Togo, je voulais remercier toutes les autorités togolaises de nous avoir accueillis, de nous avoir choyés, de nous avoir permis de discuter, de nous avoir été aussi rassemblés, parce que il n'y avait pas que le Togo, il y avait 2 autres pays et le Togo était là comme fédérateur et qu'on a pu aussi travailler tous ensemble. Donc, permettez-moi de remercier les autorités avant de répondre à votre question. Donc, le Togo était parmi les 3 pays qui ont été évalués et sans rentrer dans les détails, les résultats ont montré que les enfants qui ont appris dans un système bilingue ont eu d'excellents résultats et même meilleurs que ceux qui étaient dans un système monolingue. Et ceci sur les 3 compétences qui sont la lecture, l'écriture et le calcul. Ces enfants-là ont eu des compétences très rapidement acquises et ont eu des scores qui sont supérieurs à des scores qui ont été attendus. Cette étude-là aussi a montré que le genre n'avait pas de signification. Les filles et les garçons ont réussi de la même manière. Donc, j'encourage les filles à rester le plus longtemps dans l'école. Vous êtes les meilleurs. Et après, il y a aussi l'âge. L'âge aussi n'a pas d'importance. Donc, un élève qui avait 5, 6 ou 7 ans a eu les bonnes compétences dans la langue nationale parce que c'est une langue qu'il a toujours pratiquée. Donc, les résultats étaient très satisfaisants. On est très content des résultats, que ce soit au Togo, que ce soit en Guinée, que ce soit en Côte d'Ivoire. Et les évaluations, à quoi ils servent? Les évaluations, c'est pour nous des baromètres. Ça nous permet de dire on avance, on recule, on remédie. Donc les évaluations étaient très bonnes, très satisfaisantes. Ça nous permettrait d'aller de l'avant et de pouvoir peut-être généraliser, peut-être faire d'autres étapes, former, mais de dire que l'expérience a réussi et qu'on croit à ça et qu'on peut avancer dans ce sens. D'ailleurs, il y a un symposium qui se déroule les 3 prochains jours au Togo aussi, avec d'autres personnes, des chercheurs, des directeurs, etc., pour discuter justement de comment peut-on faire pour aller vers de l'avant. D'accord. Et très rapidement, avant de vous laisser repartir, justement, c'est vrai qu'on parle de comment aller de l'avant, mais à l'issue de la rencontre d'hier à aujourd'hui, alors quelle suite peut-on donner? Quel est l'avenir de l'enseignement bilingue au Togo? En fait, l'avenir appartient au pays. Nous, on est là pour accompagner les pays. Les politiques linguistiques, c'est des stratégies qui ont été mises à l'OIF et que Madame la secrétaire générale Louise Mouchikiwabou y croit, parce que les langues nationales doivent coexister avec le français pour vraiment tirer les pays vers ce qu'ils veulent. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est vraiment accompagner les pays dans leur choix. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? C'est l'État, c'est le Togo qui va nous dire qu'est-ce qu'il veut faire. Mais vous avez fait des recommandations. Oui, justement. Parmi nos recommandations, c'était qu'on inscrit le bilinguisme dans les priorités des pays, qu'on arrive à former les enseignants pour qu'ils puissent travailler avec les langues nationales. Nous mettons à disposition à l'IFEF les ressources pédagogiques et les outils nécessaires pour que le pays puisse accéder à ce type de formation. Nous mettons également des données, des stratégies, des bonnes pratiques qu'on partage avec les pays et nous espérons que le pays utilise tous ces outils-là pour vraiment mettre en place un système qui améliore la qualité de l'apprentissage et que
que les petits-enfants qui sont là seront les meilleurs plus tard, très fiers de leur culture, avec le français ou d'autres langues s'ils le veulent, comme médium d'enseignement et d'apprentissage. D'accord. Merci beaucoup, Madame la directrice, Madame Moana Laroussi. Je rappelle donc que vous êtes directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. La directrice donc qui nous parlait un peu de l'enseignement bilingue dans nos différentes écoles. Et justement, les établissements scolaires des préfectures de Dangpen et de Labina ont du nouveau matériel. Ils viennent de bénéficier donc du matériel informatique. Et c'est une œuvre du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat pour ainsi soulager ces établissements en vue d'une éducation de qualité. Et cela se verra à la rentrée prochaine. Nestor Mozo pour des précisions. Avec moi des cartons contenant du matériel informatique. Ce matériel est destiné au lycée de Farende, Pessare, Ketao et Pagouda dans la Bina. Ces établissements en manquaient et ont soumis le besoin au ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat qui leur a répondu favorablement. Le matériel offert est composé de photocopieurs et de leurs accessoires. Le directeur régional de l'éducation se félicite des efforts du gouvernement pour assurer une éducation de qualité aux apprenants. Nous préparons bien la rentrée scolaire qui va démarrer dans la joie et l'enthousiasme. Il faut reconnaître que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en matière d'éducation et sur toute l'étendue du territoire. Et nous aussi, dans la région de la Kara, nous en sommes bénéficiaires. Je voudrais parler de la construction des salles de classe, je voudrais parler de l'équipement en table-banc, je voudrais parler de l'équipement des écoles en manuel scolaire et en matériel didactique. Je voudrais également parler d'une première phase de remise de matériel informatique. La région également a bénéficié de la dotation en matériel roulant, les véhicules que nous avons reçus également cette année. Les enseignants remercient le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat pour son action. C'est un soulagement. C'est un soulagement. Nous faisons des kilomètres pour photocopier les épreuves et ceci retarde énormément les évaluations. Avec ce matériel, et nous allons en faire bon usage. Nous allons faire des devoirs en temps réel et multiplier les évaluations avec ce matériel. Nous disons merci, merci, merci. Avant d'arriver dans la Bina, la délégation du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat est passée par Dangpen pour le même don. Là, ce sont les lycées de Guerinkoga 1 et 2 et le lycée de Bapuré qui sont les bénéficiaires. Éducation toujours, sachez que c'est ce jour qu'ont été proclamés officiellement donc les résultats du baccalauréat deuxième partie session de juin 2022. Le taux de réussite globale à l'échelle nationale s'élève à 74,34%. On note donc une évolution de 4,31% par rapport à l'année dernière. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les candidats titulaires du baccalauréat deuxième partie de cette année, donc 2022, qui désirent poursuivre leurs études au Maroc, qu'ils peuvent déposer leur demande de bourse à la direction des bourses et stages. Les conditions d'éligibilité: être âgé de 23 ans au plus, être né en 1999, avoir obtenu la mention bien et plus au bac 2. Le dossier de candidature est à consulter dans le quotidien national Togo Presse. C'est que les dossiers sont déposés à la direction des bourses et stages au plus tard le vendredi 22 juillet 2022 à 17h, délai de rigueur. Il faut noter il faudra que les candidats aient leur passeport en cours de validité pour cela. C'est un communiqué donc signé par le ministre en charge de l'enseignement supérieur, professeur Majesté Iou Wateba. Hors du Togo, au Kenya, la campagne pour la présidentielle du 9 août bat toujours son plein. Et l'un des temps forts de cette course au fauteuil présidentiel est le débat des colistiers des deux candidats, Raila Odinga et William Ruto. Regarde.
Une poignée de main cordiale avant des échanges tendus. Alors que la campagne pour la présidentielle kenyane du 9 août se poursuit, Martha Karua, colistière de Raila Odinga, a affronté Rigathi Gachagua, colistier de William Ruto, dans un débat télévisé. Je pense que nous devons vraiment être honnêtes, car si vous ne pouvez pas rendre compte de votre richesse, vous ne pouvez pas être un bon gestionnaire de l'argent du peuple du Kenya. Le colistier de William Ruto, qui est lui aussi un riche homme d'affaires, fait face à des accusations de corruption. Je n'ai pas de milliards, j'ai 203 millions de shillings kenyans sur ce compte et cela fait partie de ma fortune. Je vaux 800 millions, moins les 200 qu'ils détiennent, cela fait 600. De son côté, Raila Odinga, vétéran de la politique, tient à se démarquer. Il a fait de la corruption un thème majeur de sa campagne, comme le rappelle sa colistière Martha Karua. Nous n'avons cessé de répéter avec Raila Odinga que qu'il s'agisse de ma fille, d'un parent ou d'un membre du camp adverse, la loi doit s'appliquer à tous de la même manière. Et tout le monde doit avoir la possibilité soit d'être innocenté au tribunal ou que le tribunal le déclare coupable. Autre sujet de ce débat, le soutien apporté à Raila Odinga, autrefois farouche opposant, par son ancien rival, le président Uhuru Kenyatta. On dirait que le président Uhuru Kenyatta ne se souvient pas que lorsqu'il a cherché à être président pendant 10 ans, il savait que c'était 10 ans. Il ne peut pas se plaindre que les gens lui demandent de partir, car personne ne lui demande de partir, c'est la Constitution. Mais il essaie de contourner cette Constitution pour mettre en place un gouvernement de substitution afin de continuer à gouverner de l'extérieur par l'intermédiaire de Raila Odinga et Martha Karua. William Ruto et Raila Odinga sillonnent le pays depuis plusieurs semaines pour motiver leurs militants. Les deux candidats ont annoncé leur intention de tenir le même jour et dans le même stade leur dernier meeting. Ce sera le dimanche 6 août, 3 jours avant le scrutin. En Afrique du Sud, on ne sait toujours pas ce qui a causé la mort des 21 adolescents décédés le mois dernier. Les analyses toxicologiques ne révèlent rien de concret et le mystère demeure entier. Ils étaient 21, des adolescents pour la plupart, âgés de 14 à 20 ans. Depuis leur mort le mois dernier dans un bar sud-africain, l'enquête piétine et le mystère reste entier. Les premières analyses toxicologiques ont été publiées, mais elles n'apportent aucune conclusion selon les autorités. En ce qui concerne le taux d'alcoolémie, il varie entre 0,50 et 2,60 grammes par litre de sang. Ce qui en soi ne constitue pas une preuve de toxicité mortelle. Donc à ce stade, nous pouvons dire que cela pourrait ne pas être la cause finale de leur mort. Le laboratoire a également découvert du méthanol dans le sang de toutes les victimes. La dernière partie est celle du méthanol, qui a été détectée dans les corps des 21 individus qui étaient présents. Cependant, des analyses complémentaires sont nécessaires pour en déterminer la quantité. Donc pour l'instant, nous avons juste les résultats qui disent que les 21 personnes avaient du méthanol dans le sang. Des survivants avaient évoqué une odeur étouffante et des témoignages avaient suggéré une intoxication ou un empoisonnement. Le propriétaire de ce bar clandestin doit comparaître devant un tribunal pour vente d'alcool à des mineurs. Et puis, en bref, on apprend l'expulsion du Mali du porte-parole de la mission de l'ONU ce mercredi. Les autorités maliennes reprocheraient au porte-parole de la MINUSMA des informations inacceptables sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus depuis plus d'une semaine à Bamako. Retour en page nationale avec ce communiqué de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. La HAC a reçu ce mercredi 20 juillet 2022, au cours de sa 141e session plénière ordinaire, le directeur de publication du quotidien Liberté, M. Médard Amétepe, accompagné de M. Godson Ketomania, journaliste.
Cette audition, conforme aux prescriptions des articles 36 et 37 de la loi organique relative à la HAC, fait suite à la publication dans l'édition numéro 3652 du 11 juillet 2022 d'un article intitulé « Attaque djihadiste ou bavure militaire, des doutes sérieux sur le drame de Natigou ». L'objet de cette audition pédagogique était de rappeler au journal la nécessité de respecter les règles professionnelles dans la publication des informations relatives aux attaques terroristes dans la région des Savanes et s'inscrit dans la logique du communiqué de la HAC que la HAC avait rendu public le 19 mai 2022 en appelant les professionnels des médias au strict respect des dispositions du Code de la presse et de la communication et du Code de déontologie des journalistes. Le président de la HAC a saisi une fois encore l'occasion pour inviter les journalistes des organes de presse écrite, audiovisuelle et en ligne à adopter une démarche prudentielle et surtout à recourir aux sources autorisées dans la diffusion ou la publication des informations relatives à la crise sécuritaire que traverse notre pays et au drame que vivent les populations de la région des Savanes. Dans tous les cas, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC veillera au strict respect des textes législatifs et réglementaires en la matière. Et c'est sur ce communiqué donc de la HAC signé par le président Pitalunani Telou que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.